Donc on arrive en haut de la page 11 pour discuter de symétrie des sources, symétrie des champs. Donc en physique, c'est pas la première fois que vous entendez parler de symétrie. En fait, toute considération de symétrie en physique permet d'abord d'un point de vue pratique, énormément simplifier le problème et donc faciliter sa résolution. Mais en fait, juste avec des arguments de symétrie, on a immédiatement accès à énormément d'informations sur le système. Et donc c'est le cas en électromagnétisme, vous en avez déjà fait des considérations de symétrie en électrostatique, en magnétostatique. Et d'ailleurs, les symétries vues en statique restent valables en dynamique. On ne va démontrer aucun des résultats qui suivent, mais on retiendrait qu'ils ne sont valables que lorsque, pour tout point P appartenant à la distribution ρ et J, il doit être non nul. Donc en fait, évidemment, il faut considérer une distribution non nulle de sources pour pouvoir en dire quelque chose. Alors, en fait, dans cette partie-là, il y a la proposition du polycopier, qui est de suivre un formalisme très mathématique pour décrire les transformations par symétrie. Et en fait, ce que je voudrais faire avec vous dans ce polycopier et ajouter par-dessus, c'est du coup une approche plus visuelle sur les schémas notamment. Donc, on va d'abord parler de plan de symétrie au paragraphe 2.4.1, symétrie de charge et de courant. Donc, symétrie des sources. On dit que le plan P constitue un plan de symétrie des sources si et seulement si pour tout point P appartenant à la distribution, on a ρ et J au point P' qui est égal à ρ au point P et le symétrique de J au point P par rapport au plan π. Donc, comme je disais, c'est un formalisme mathématique rigoureux, mais qui n'est peut-être pas très parlant. Donc, je vais utiliser donc des dessins sur le schéma pour pouvoir mieux détailler les transformations. Donc, ici, on va prendre un plan symétrique de source. Donc, vous voyez π à gauche du plan π qui passe au milieu, on a un vecteur J et on a son symétrique en P', P' étant le symétrique du point P par rapport au plan π. Et on obtient du coup un vecteur J qui est le symétrique, un vecteur J au point P' qui est le symétrique du vecteur J au point P. Et on a aussi, alors c'est moins explicite sur le schéma, mais une distribution symétrique de charge également. Alors, on va considérer dans ce paragraphe des composantes du champ électromagnétique qui sont tangentielles au plan de symétrie, donc E et B parallèles, et les composantes perpendiculaires à ce plan, E et B perpendiculaires, orthogonales si vous préférez. Je vais, sans démonstration, détailler les transformations du champ électrique par symétrie en considérant le point M' qui est le symétrique de M par rapport au point π. Le résultat, c'est que le champ électrique au point M' est le symétrique de E par rapport au plan π. Le champ magnétique, par contre, est l'antisymétrique
le champ magnétique B au point M' et le champ antisymétrique au champ B au point M. Ce qui veut dire que pour le champ électrique, on a la composante tangentielle qui est la même en M' et en M. Et par contre, la composante perpendiculaire est l'opposé, donc change de signe. Donc si au point P, je considère voilà un champ E comme ceci avec E perpendiculaire et E tangentiel, eh bien on a en P' la même composante tangentielle et par contre la composante perpendiculaire change de signe. Ce qui veut dire qu'au final, on a un champ électrique qui ressemble un peu à ça. Et vous voyez, donc c'est comme J en fait. E et E' sont symétriques par rapport au plan pi. Maintenant, on peut faire la même chose pour un champ magnétique. Je vais prendre en vert. Je peux dessiner quelque chose comme ça. B. Donc de même, je distingue les deux composantes. Et du coup, d'après ce texte, on a la composante tangentielle qui change de signe en P', donc quelque chose comme ça. Et par contre, la composante perpendiculaire est inchangée. Ce qui fait qu'au total, avec les deux composantes, on a quelque chose comme ça. Alors c'est pas très clair parce que c'est sur l'égalité, mais j'espère que vous avez suivi la construction. Et donc le champ B', c'est le champ antisymétrique au champ B. Donc, pour récapituler, on a une distribution de courant et de charge qui est symétrique par rapport au plan pi. Il en résulte un champ électromagnétique que l'on pourrait déterminer avec les équations de Maxwell, mais pour nous aider avec des arguments de symétrie, on est déjà capable de dire que pour deux points P et P' qui sont symétriques par rapport au plan pi, le champ électrique en P et P', les champs électriques en P et P' sont symétriques par rapport au plan pi, et les champs magnétiques, par contre, sont antisymétriques. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'on ne va rien voir sur le schéma. On a également cette symétrie au niveau des potentiels. Alors, scalaire, on a V au point M' qui est égal à V au point M. Donc, une symétrie pour le potentiel scalaire. Et également une symétrie pour le potentiel vecteur. Vous remarquez que, alors je souligne rapidement et j'effacerai après,
que A tangentiel est égal à A tangentiel au point M et M', donc symétrie. Donc la même composante tangentielle en fait. Par contre, la composante... Alors c'est comme le champ électrique, la composante perpendiculaire change de signe, comme le champ électrique. Donc en fait, pour le potentiel vecteur, tout se passe comme le champ électrique. Donc, dans le cas d'un plan de symétrie des sources, il est également symétrique. Il y a un cas particulier. Si vous considérez un point M appartenant au plan π, alors E appartient également au plan π et B est perpendiculaire au plan π. Pourquoi? Si vous prenez M' égale M', en particulier, donc on peut facilement le démontrer. Soit M appartenant à π et du coup M' est égal à M. Donc E tangentiel en M est égal à E tangentiel en M'. Bon, ok. Rien de choquant. E perpendiculaire en M', par contre, alors c'est à tout instant t, hein, doit être à la fois égal à moins E, mais aussi, comme M' égale à M, doit être également égal donc la conséquence, c'est que la composante perpendiculaire est nulle. Et donc, le champ électrique appartient au plan de symétrie. Alors, on peut faire le même type de démonstration pour le champ magnétique qui est perpendiculaire à ce plan. En fait, oui, ce schéma, j'aurais dû le faire là. Bon, c'est pas grave. Au pire, vous pouvez le refaire là-dessus. Ça aurait été plus clair parce que du coup, je me suis mis... Alors, la magie de la tablette va me permettre de corriger mon erreur. Mais si vous avez fait au-dessus au crayon, vous pouvez laisser. Quoique non, ça va pas marcher ça. Non, bon, c'est pas grave. Oups. Bon, je m'appliquerai plus dans cette deuxième partie. Vous pouvez refaire le schéma là, hein. Je pense que c'est facile à comprendre. Le plan d'antisymétrie, ça va être le même raisonnement et sans démonstration. Je veux encore une fois juste vous visualiser les choses. Plan d'antisymétrie des sources, ça veut dire que pour deux points P et P', dont P' est le symétrique et l'antisymétrique, et le symétrique par rapport au plan d'antisymétrie de P, on a ρ en P' qui est égal à moins ρ en P, et J en P' qui est l'antisymétrique de J au point P.
comme vous avez sur le schéma ici, J en P et J en P' sont antisymétriques par rapport au plan d'antisymétrie, pi étoile. Et également, il y a des hachures par rapport, à droite de pi étoile pour montrer que la densité de charge change de signe, qui correspond du coup à l'antisymétrie de distribution de charge. Et donc en fait, tout se passe en cas inverse. Donc E qui était symétrique avant, il devient antisymétrique. B qui était antisymétrique dans le cas de plan de symétrie devient symétrique, pardon. Et le potentiel vecteur A suit comme d'habitude les symétries du champ électrique et donc est cette fois-ci également antisymétrique. Donc je ne vais pas faire de bêtises comme précédemment, je vais refaire ce schéma en notant composante tangentielle perpendiculaire pour E. Et E en M' est l'antisymétrique de E au point M. Et donc, on a la même composante perpendiculaire par contre, la composante tangentielle change de signe. Ok, vers le bas. Et de même pour le champ magnétique. Tac. Change de signe pour la composante perpendiculaire. Et la composante tangentielle est préservée. Donc, pour un plan d'antisymétrie des sources, le champ électrique est antisymétrique, comme le potentiel vecteur, et comme d'ailleurs le potentiel scalaire en fait. V en M' est égal à moins V en M. Et par contre, le champ magnétique, il est symétrique par rapport à ce plan d'antisymétrie. Donc, j'ai, je pense, rien dit de nouveau par rapport au cas d'électrostatique ou de magnétostatique. Simplement, je tiens à vous dire que tout ce que vous avez vu reste vrai. Donc, les arguments de symétrie restent vrais en régime variable. Et il faut savoir exploiter les symétries d'un système pour faciliter sa résolution. Donc, le système est symétrique ou antisymétrique. Il y a également, et on ne peut pas parler de symétrie sans parler d'invariance, les invariances d'une distribution. Alors, une distribution de charge ou de courant est dit invariante selon une coordonnée gamma si les sources n'en dépendent effectivement pas. Donc, ρ ne dépend pas de gamma. Et J qui va avoir des composantes du coup selon alpha, bêta et gamma ne dépend également pas de gamma. Alors, ça paraît peut-être cette discussion d'invariance et de symétrie un peu abstrait, mais je pense que ça sera plus clair
une fois qu'on a fait les exemples en TD. Et de toute façon, normalement, c'est des choses que vous avez déjà vues. Cette définition, donc en 3D, hein, alpha, bêta, gamma, s'étend aux distributions surfaciques et linéiques des sources, donc en 2 dimensions ou en 1 dimension. Donc ça, c'est la définition de distribution. Quelle est la conséquence pour la dépendance des champs? Eh bien, si une distribution est invariante selon la coordonnée gamma, les composantes de tous les champs, magnétiques, électriques, potentiels vecteurs, ne dépendent pas de gamma. Et de même pour le potentiel scalaire qui ne dépend pas de gamma. Donc, c'est quelque part, c'est assez logique, hein. Si on considère que c'est les distributions de charge et de courant qui génèrent les champs électromagnétiques, il est normal que les invariances dans la distribution se retrouvent au niveau des champs qui sont la conséquence. Il est également normal aussi de retrouver les symétries, hein. Si la symétrie la symétrie des conséquences en physique dépend, les symétries des conséquences en physique contiennent au moins les symétries des causes qui leur ont donné naissance. C'est le principe de Curie. Donc enfin, le vocabulaire usuel qui est important lorsque vous allez rédiger des réponses aux questions qui seront posées en exercice. Lorsque les sources sont indépendantes de l'angle θ relatif aux coordonnées cylindriques, on dit que les sources sont invariantes par toute rotation autour de l'axe OZ. Lorsque les sources sont indépendantes de la variable x relative aux coordonnées cartésiennes, on dit que les sources sont invariantes par toute translation selon EX. Et donc ceci conclut le premier cours d'électromagnétisme où nous sommes partis du postulat de Maxwell. Nous avons exploité les 4 équations de Maxwell et on a commencé à voir l'impact qu'elles peuvent avoir dans l'étude de différents phénomènes en électromagnétisme et comment ils se manifestent aussi. On a retrouvé par exemple les équations macroscopiques. On a introduit les potentiels vecteurs et scalaires qui seront utiles dans la résolution de problèmes. Et nous avons enfin étudié le rôle des symétries et invariance en électromagnétisme. Et la prochaine fois, on va s'intéresser aux relations de passage. Donc ce qui se passe à la frontière entre 2 distributions volumiques. On fera aussi un point mathématique sur l'analyse vectorielle.